Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Antiquum, le podcast qui vous parle du marché de l'art, des antiquités et de tout l'univers autour des arts décoratifs. Et aujourd'hui, je souhaite consacrer cet épisode aux marchands merciers. Mais qui sont-ils ? Les marchands merciers constituent l'une des corporations parisiennes les plus importantes du XVIIIe siècle et sont spécialisés dans le commerce des objets de luxe. Dans son encyclopédie, Diderot les définit comme des marchands de tout et faiseurs de rien. Retenez bien cette formule, des marchands de tout et faiseurs de rien. C'est-à-dire que ces marchands ont pour particularité de ne rien fabriquer de leurs propres mains. Leur travail consiste essentiellement à concevoir des objets nouveaux et à anticiper les besoins de leur clientèle. Ce sont des sortes de designers, des décorateurs d'intérieur qui recourent à des artisans de toutes les spécialités, bronziers, ébénistes, orfèvres, etc., pour mettre en forme leurs idées. Leur profession est intellectuelle et donc admirable aux yeux de la société. Car dans la société du XVIIIe siècle, le travail intellectuel est jugé plus noble que celui de la main. En ce sens, la formule laconique de Diderot, des marchands de tout et faiseurs de rien, n'est absolument pas dénigrante pour ces marchands. Certes, ils ne fabriquent rien, les statuts de leur corporation leur interdisent toute fabrication. Ils peuvent seulement enjoliver, transformer ou assembler les meubles et objets. En revanche, nous allons voir que ces soi-disant faiseurs de rien sont premièrement des lanceurs de mode dans le domaine de l'ameublement. Deuxièmement, ils ont cette capacité à se créer un important réseau de clients et de fournisseurs. Et enfin, troisièmement, ils développent sans cesse de nouvelles stratégies de marketing pour se faire connaître. Il me semble donc essentiel de revenir dans cet épisode sur cette caste de marchands du XVIIIe siècle absolument atypique. Nous sommes dans le Paris du XVIIIe siècle, siècle des Lumières mais aussi siècle du libertinage. Les Français aspirent à la liberté et à la jouissance de tous les plaisirs de la vie. Ils souhaitent faire de l'existence une continuelle satisfaction esthétique. Cette volonté se retrouve dans les habitats parisiens. Depuis peu, Paris se transforme. De nombreux hôtels particuliers se construisent dans le Marais, le faubourg Saint-Honoré ou encore le faubourg Saint-Germain. Et dans ces édifices, on soigne la décoration des intérieurs avec l'apparition de salons, de salles de conversation, de cabinets d'études, d'antichambres et de boudoirs. Les grands de ce monde, aristocrates ou grands bourgeois, souhaitent vivre de façon confortable dans des demeures luxueuses et raffinées. Et pour être au fait des dernières tendances, ils consultent régulièrement des marchands merciers qu'ils considèrent comme des experts du bon goût. Car oui, les marchands merciers sont au cœur de la mode en matière d'ameublement. Mais comment l'expliquer ? Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la famille royale est en quête d'intimité. Si sous le règne de Louis XIV, la cour à Versailles se donnait en représentation, donnait le ton en matière de mode, c'est beaucoup moins le cas sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Ces derniers ont d'ailleurs bien moins d'influence sur le goût de la cour qu'avait le roi Soleil en son temps. Et les marchands merciers profitent de ce vide pour influencer le goût de cette clientèle fortunée. Comme les statuts de leur corporation leur interdisent toute fabrication, ils ne peuvent que transformer les objets. Et pour ce faire, ils rivalisent d'imagination. Leur façon de procéder est assez simple. Ils savent pertinemment que se développe au XVIIIe siècle en Europe un goût pour l'exotisme véhiculé par la littérature. Je pense notamment aux ouvrages de Robinson Crusoé par Daniel Defoe ou encore le supplément au voyage de Bougainville par Denise Diderot. Pour répondre à cette fascination qu'ont les Européens de l'ailleurs, ils n'hésitent pas à importer d'Inde ou d'Orient des objets de curiosité, des porcelaines de Chine ou encore des panneaux de laque du Japon, qu'il faut ensuite transformer par des artisans qualifiés pour les adapter au goût occidental. À titre d'exemple, on retrouve dans la plupart des boutiques des marchands merciers des vases en porcelaine de Chine montés sur des socles en bronze doré de style rococo, alors très en vogue. Certains marchands merciers sont plus créatifs que d'autres et n'hésitent pas à lancer des idées nouvelles et à développer des spécialités. C'est le cas de Simon-Philippe Poirier sous Louis XV, puis son successeur Dominique Daguerre sous Louis XVI.
Ils ont pour spécialité de vendre des meubles ornés de plaques de porcelaine de Sèvres, tels qu'une extraordinaire commode exécutée par l'ébéniste BVRB pour Mademoiselle de Sens, ou encore le cas d'un coffre à bijoux de Marie-Antoinette exécuté par l'ébéniste Martin Carlin. Ces deux meubles, créés à l'instigation de Simon-Philippe Poirier, emportent un grand succès. Vous avez également le marchand mercier Thomas Joachim Hébert qui, lui, se spécialise dans la vente de meubles en laque. Il est en effet le premier à avoir l'idée de plaquer sur des meubles de forme européenne des panneaux de laque venus d'Orient. Ainsi, c'est lui qui est à l'initiative d'une incroyable commode en laque du Japon livrée à Marie Leczinska pour le château de Fontainebleau et exécutée par l'ébéniste BVRB, aujourd'hui conservée au Louvre. Deuxièmement, les marchands merciers sont aussi faiseurs de liens, de relations. Ils ont cette capacité à se créer un réseau de clients et de fournisseurs, réseau qui finalement structure petit à petit le marché de l'art. Ils font office d'intermédiaire entre d'une part une clientèle fortunée exigeante, qui souhaite des produits tendance et de qualité, et d'autre part des artisans de grand talent qui ne demandent qu'à être sollicités. D'abord, concernant cette fameuse clientèle fortunée. Pour séduire cette clientèle, les marchands merciers vont avoir l'ingénieuse idée d'installer leurs boutiques dans les rues les plus huppées de la capitale, fréquentées par certaines personnes en vue. Parmi ces quartiers privilégiés, on peut citer les alentours du Palais de Justice, les rues Saint-Martin et Saint-Denis, et surtout la rue Saint-Honoré, qui est la plus longue rue de Paris au XVIIIe siècle et qui constitue une artère centrale du commerce de luxe. Au contact direct des commanditaires, les marchands merciers cherchent à comprendre leurs goûts, à anticiper leurs besoins, et en fonction de ces éléments, imaginent des décors leur correspondant. Ils développent parfois même une relation de confiance avec leurs plus fidèles clients. Et pour les plus chanceux, certains marchands merciers arrivent même à créer une relation privilégiée avec des membres de la famille royale. Ainsi, en matière d'ameublement, nous savons que Madame de Pompadour a pris l'habitude de consulter le marchand mercier Lazare Duvaux, Madame du Barry, le marchand mercier Simon-Philippe Poirier, et la reine Marie-Antoinette, le marchand mercier Dominique Daguerre. Concernant désormais la relation qu'ont les marchands merciers avec les artisans. Pour pouvoir travailler avec les artisans les plus qualifiés, ces marchands merciers n'hésitent pas à s'aventurer dans le faubourg de Saint-Antoine, situé à l'époque hors les murs de la ville. Ce faubourg regroupe principalement les ébénistes d'origine étrangère, venus des Pays-Bas et d'Allemagne. Et dans ces pays, il faut savoir qu'il existe une longue tradition artisanale du travail du bois, ce qui explique que ces artisans soient particulièrement compétents. Mais, bien qu'étant très compétents, ces artisans doivent faire face à deux difficultés. Premièrement, la barrière de la langue. Ils ne maîtrisent pas tous le français. Et deuxièmement, le faubourg de Saint-Antoine n'est absolument pas fréquenté par l'aristocratie. Les marchands merciers leur permettent ainsi de faire ce lien avec la clientèle fortunée. Une autre raison qui pousse les artisans à travailler avec des marchands merciers est que ces derniers payent en temps et en heure, ce qui n'est pas forcément le cas des clients privés. À l'époque, les aristocrates ont pris l'habitude de payer sous forme de rente, en espaçant leur paiement. À titre d'exemple, le marquis de Marigny, frère de la marquise de Pompadour et directeur des bâtiments du roi, achète en 1764 une commode au marchand mercier Simon-Philippe Poirier, qu'il ne paiera que 3 ans plus tard. Or, les artisans n'ont généralement pas les ressources financières pour attendre aussi longtemps un paiement. Qui plus est, il est également plus intéressant pour les ébénistes de travailler pour cette caste de marchands, dans la mesure où ces derniers leur fournissent les plus beaux matériaux pour réaliser leurs meubles, tels que des bois exotiques, des panneaux de laque d'Orient venus de Chine ou de Japon, ou encore des plaques de porcelaine de Sèvres. A contrario, ces marchands merciers attendent d'eux un travail irréprochable d'une très grande qualité. Ils n'hésitent pas à conclure avec les meilleurs artisans, les meilleurs ateliers, des contrats d'exclusivité. Troisièmement, les marchands merciers sont également aux sources de certaines stratégies commerciales. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ils évoluent, contexte qui est celui de la concurrence. Certes, ils appartiennent à la même corporation, au sein de laquelle règne une certaine solidarité. D'ailleurs, les membres partagent les mêmes valeurs, les mêmes intérêts et les mêmes attentes. Pour autant, la concurrence entre eux est bien là. Rappelons qu'ils vendent des marchandises relativement coûteuses. Ils doivent donc tous séduire la même clientèle,
une clientèle fortunée qui est par conséquent très limitée. Ainsi, pour prospérer, ils doivent chacun trouver des moyens, des stratégies afin de se démarquer de leurs confrères. Pour ce faire, premier moyen, les marchands merciers misent beaucoup sur leurs vitrines. Ils mettent évidemment bien en vue leurs plus belles pièces à vendre pour attirer ainsi la clientèle. D'ailleurs, c'est toujours la cohue devant leur boutique. Ils attirent la curiosité, tant des mondains que des gens ordinaires. À tel point que dans les années 1780, les boutiques des marchands merciers sont mentionnées dans les itinéraires touristiques de Paris. Deuxième moyen, ils recourent à la presse pour vanter leurs marchandises. Ils inventent ce que l'on appelle la réclame, c'est-à-dire un petit article inséré dans un journal pour faire la publicité d'un produit. Et dans ces annonces, les marchands merciers mettent en avant systématiquement plusieurs arguments de vente, notamment la variété des objets qu'ils ont en boutique, leur beauté ou encore leur nouveauté. Certains vont également citer les clients prestigieux qui se rendent régulièrement dans leur boutique, tels que des membres de la famille royale ou autres personnalités publiques. Troisième et dernier moyen, ils inventent le concept d'identité visuelle qui permet d'identifier leur société, de marquer les esprits. Et cette identité visuelle, ils la déclinent sur différents supports. En témoignent notamment les cartes adresses, l'ancêtre des cartes de visite professionnelles. Ce sont de petites estampes, de même format qu'une carte à jouer, représentant le plus souvent une vue de la boutique, avec un texte succinct, vantant encore une fois les marchandises vendues. Ces cartes adresses sont distribuées aux clients, elles peuvent parfois être collées sous les meubles et font office d'étiquette, elles peuvent également être reprises comme en tête de facture. Les marchands merciers reprennent cette identité visuelle qu'ils se sont créée également pour leurs enseignes. Les enseignes permettent de signaler aux passants l'emplacement de leur boutique. Elles sont le plus souvent accrochées au-dessus de la porte d'entrée. Elles n'indiquent pas la nature des biens qui y sont vendus. En effet, pour se démarquer des concurrents, les marchands merciers utilisent plutôt des slogans accrocheurs, tels que l'enseigne à la couronne d'or pour la boutique de Poirier, reprise ensuite par Daguerre, ou encore l'enseigne au Petit Dunkerque pour la boutique de Grancher sur le quai Conti, représentant au fer repoussé un 3-mâts, sans doute une invitation au voyage. Il faut également évoquer l'enseigne du marchand mercier Gersaint, qui a véritablement marqué les esprits. Ce dernier tient une boutique sur le pont de Notre-Dame. Et oui, au XVIIIe siècle, à l'exception du Pont Neuf, les ponts parisiens supportent des maisons, des habitations, des commerces, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Et le coup de génie de Gersaint est d'avoir demandé à Antoine Watteau, maître incontesté de la peinture galante, de lui peindre une représentation idéalisée de sa propre boutique en guise d'enseigne. Et cette enseigne, on peut même parler d'une œuvre, suscite immédiatement l'admiration du tout Paris. Avec ce coup de com', Gersaint devient l'un des marchands merciers les plus connus. Finalement, la période révolutionnaire aura raison de ces marchands merciers, puisque leur corporation sera alors dissoute. Il n'en demeure pas moins que ce corps de métier suscite encore aujourd'hui une certaine fascination auprès des historiens de l'art. Ce podcast, consacré aux marchands merciers parisiens au XVIIIe siècle, vous a été présenté par Anticôme, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.